Tristan et Iseult, chapitre 2. Le Morholt d'Irlande. Arrivé en Cornouailles, Tristan apprend que le roi d'Irlande vient réclamer son tribut. Celui-ci entend emporter 300 jeunes garçons et autant de jeunes filles afin de les asservir dans son pays. Le puissant Morholt menace de détruire la Cornouaille si Marc refuse de le payer, mais Tristan accepte de combattre le Morholt en duel. Au jour dit, Tristan se plaça sur une courte pointe de sandales vermeilles. Il se fit armer pour la haute aventure. Il revêtit le haubert et le aume d'acier bruni. Les barons pleuraient de pitié sur le preux et de honte sur eux-mêmes. « Ah, Tristan, se disait-il, hardi baron, belle jeunesse, que n'ai-je plutôt que toi entrepris cette bataille? Ma mort jetterait un moindre deuil sur cette terre. » Les cloches sonnent, et tous ceux de la baronnie et ceux de la gente menue, vieillards, enfants et femmes, pleurant et priant, escortent Tristan jusqu'au rivage. Ils espéraient encore, car l'espérance au cœur des hommes vit de chétives pâtures. Tristan monta seul dans une barque et cingla vers l'île Saint-Samson. Mais le Morholt avait tendu à son mât une voile de riche pourpre, et le premier il aborda dans l'île. Il attachait sa barque au rivage quand Tristan, touchant terre à son tour, repoussa du pied la sienne vers la mer. « Vassal, que fais-tu » dit le Morholt. « Et pourquoi n'as-tu pas retenu comme moi ta barque par une amarre ?»« Vassal, à quoi bon ?» répondit Tristan. « L'un de nous reviendra seul vivant d'ici. Une seule barque ne lui suffit-elle pas ?» Et tous deux, s'excitant au combat par des paroles outrageuses, s'enfoncèrent dans l'île. Nul ne vit l'âpre bataille, mais par 3 fois il sembla que la brise de mer portait au rivage un cri furieux. Alors, en signe de deuil, les femmes battaient leurs paumes en chœur, et les compagnons du Morholt, massés à l'écart devant leur tente, riaient. Enfin, vers l'heure de none, on vit se tendre la voile de pourpre. La barque de l'Irlandais se détacha de l'île, et une clameur de détresse retentit. « Le Morholt! Le Morholt !» Mais comme la barque grandissait, soudain, au sommet d'une vague, elle montra un chevalier qui se dressait à la proue. Chacun de ses poings tendait une épée brandie. C'était Tristan. Aussitôt, 20 barques volèrent à sa rencontre, et les jeunes hommes se jetaient à la nage. Le preux s'élança sur la grève, et, tandis que les mères à genoux baisaient ses chausses de fer, il cria aux compagnons du Morholt. « Seigneur d'Irlande, le Morholt a bien combattu. Vous voyez, mon épée était bréchée. Un fragment de la lame est resté enfoncé dans son crâne. Emportez ce morceau d'acier, Seigneur. C'est le tribut de la Cornouaille. » Alors il monta vers Tintagel. Sur son passage, les enfants délivrés agitaient à grands cris des branches vertes et de riches courtines se tendaient aux fenêtres. Mais quand, parmi le chant d'allégresse, au bruit des cloches, des trompes et des buccines si retentissants qu'on n'eût pas ouï Dieu tonner, Tristan parvint au château. Il s'affaissa entre les bras du roi Marc et le sang ruisselait de ses blessures. À grand déconfort, les compagnons du Morholt abordèrent en Irlande. Naguère, quand ils rentraient au port de Westford, le Morholt se réjouissait à revoir ces hommes assemblés qui l'acclamaient en foule, et la reine, sa sœur, et sa nièce Iseult la blonde aux cheveux d'or, dont la beauté brillait déjà comme l'aube qui se lève. Tendrement, elle lui faisait accueil, et s'il avait reçu quelques blessures, elle le guérissait, car elle savait les baumes et les breuvages qui raniment les blessés déjà pareils à des morts. Mais de quoi leur serviraient maintenant les recettes magiques, les herbes cueillies à l'heure propice, les philtres? Ils gisaient morts, cousus dans un cuir de cerf, et le fragment de l'épée ennemie était encore enfoncé dans son crâne. Iseult la blonde l'en retira pour l'enfermer dans un coffret d'ivoire, précieux comme un reliquaire. Et, courbées sur le grand cadavre, la mère et la fille, redisant sans fin l'éloge du mort et sans répit lançant la même imprécation contre le meurtrier, menaient à tour de rôle parmi les femmes le regret funèbre. De ce jour, Iseult la blonde apprit à haïr le nom de Tristan de Lounois. Mais à Tintagel, Tristan languissait. Un sang venimeux découlait de ses blessures. Les médecins connurent que le Morholt avait enfoncé dans sa chair un épieu empoisonné, et comme leur boisson et leur thériaque ne pouvaient le sauver, ils le remirent à la garde de Dieu.
Une puanteur si odieuse s'exhalait de ses plaies que tous ses plus chers ennemis le fuyaient, tous, sauf le roi Marc, Gorvenal et Dinas de Lidan. Seul, il pouvait demeurer à son chevet, et leur amour surmontait leur horreur. Enfin, Tristan se fit porter dans une cabane construite à l'écart sur le rivage. Et, couché devant les flots, il attendait la mort. Il songeait: vous m'avez donc abandonné, roi Marc, moi qui ai sauvé l'honneur de votre terre. Non, je le sais, bel oncle, que vous donneriez votre vie pour la mienne, mais que pourrait votre tendresse? Il me faut mourir. Il est doux pourtant de voir le soleil, et mon cœur est hardi encore. Je veux tenter la mer aventureuse, je veux qu'elle m'emporte au loin seule. Vers quelle terre? Je ne sais, mais là peut-être où je trouverai qui me guérisse. Et peut-être un jour vous servirai-je encore, bel oncle, comme votre harpeur et votre veneur et votre bon vassal. Il supplia tant que le roi Marc consentit à son désir. Il le porta sur une barque sans rame ni voile, et Tristan voulut qu'on déposât seulement sa harpe près de lui. À quoi bon les voiles que ses bras n'auraient pu dresser? À quoi bon les rames? À quoi bon l'épée? Comme un marinier au cours d'une longue traversée lance par-dessus bord le cadavre d'un ancien compagnon, ainsi, de ses bras tremblants, Gorvenal poussa au large la barque où gisait son cher fils, et la mer l'emporta. 7 jours et 7 nuits, elle l'entraîna doucement. Parfois, Tristan harpait pour charmer sa détresse. Enfin, la mer, à son insu, l'approcha d'un rivage. Or, cette nuit-là, des pêcheurs avaient quitté le port pour jeter leurs filets au large et ramaient, quand ils entendirent une mélodie douce, hardie et vive qui courait au ras des flots. Immobiles, leurs avirons suspendus sur les vagues, ils écoutaient. Dans la première blancheur de l'aube, ils aperçurent la barque errante. Ainsi, se disait-il, une musique surnaturelle enveloppait la nef de Saint-Brandan quand elle voguait vers les îles Fortunées sur la mer aussi blanche que le lait. Ils ramèrent pour atteindre la barque. Elle allait à la dérive et rien n'y semblait vivre que la voix de la harpe. Mais à mesure qu'ils s'approchaient, la mélodie s'affaiblit. Elle se tut, et quand ils les accostèrent, les mains de Tristan étaient retombées inertes sur les cordes frémissantes encore. Ils le recueillirent et retournèrent vers le port pour remettre le blessé à leur dame compatissante, qui saurait peut-être le guérir. Hélas! Ce port était Westfort, où gisait le Morold, et leur dame était Iseula-Blonde. Elle seule, habile au philtre, pouvait sauver Tristan, mais seule parmi les femmes, elle voulait sa mort. Quand Tristan, ranimé par son art, se reconnut, il comprit que les flots l'avaient jeté sur une terre de péril. Mais, hardi encore à défendre sa vie, il sut trouver rapidement de belles paroles rusées. Il conta qu'il était un jongleur qui avait pris passage sur une nef marchande. Il naviguait vers l'Espagne pour y apprendre l'art de lire dans les étoiles. Des pirates avaient assailli la nef. Blessé, il s'était enfui sur cette barque. On le crut. Nul des compagnons du Moralt ne reconnut le beau chevalier de l'île Saint-Sanson, si laidement le venin avait déformé ses traits. Mais quand, après 40 jours, Iseux aux cheveux d'or l'eut presque guéri, comme déjà en ses membres assouplis commençait à renaître la grâce de la jeunesse, il comprit qu'il fallait fuir. Il s'échappa